Donc le plaidoyer, c'est pour dire arrêtons de considérer uniquement la maladie, les médicaments ou les facteurs chiffrés, travaillant sur des politiques de prévention et d'accompagnement des maladies chroniques avec une vision santé intégrative et un financement au parcours de soins et pas uniquement à l'acte. Donc l'idée, c'est d'avoir un modèle mixte et de l'acte quand il le faut, à valoriser, et du parcours sur les maladies chroniques. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport à l'autre. Dans la maladie grave, elle n'est pas tout le temps grave, mais elle est perçue comme étant grave, le rapport intime est très honnête, très authentique. Bien sûr qu'on a besoin de techniques en médecine, mais trop souvent, la médecine est préemptée par la technique. Alors qu'en fait, on peut soulager des maux, prévenir, en parlant, en créant un lien. Donc la cancérologie, c'est à cheval entre la science, l'humain, l'innovation, la technique. Et c'est un rapport qui force l'humilité parce que on doit gérer l'incertitude. Quand les gens travaillent ensemble, ils travaillent mieux. On crée des synergies. Ça s'appelle la transdisciplinarité. C'est mieux que la multidisciplinarité. Donc il y a des espèces de tuteurs de résilience. Il y a un travail actif pour rebondir. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial car il a été enregistré dans le cadre du Podcaston, qui est le premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones. Entre le 25 et le 31 mars, autour de 400 podcasteurs et podcasteuses éditent un épisode spécial de leur podcast et mettent en avant une association ou une ONG de leur choix. Et j'ai choisi pour cette grande occasion le Dr Alain Toledano, fondateur et directeur de l'Institut Raphael. En 2021, il est devenu directeur de la chaire de recherche en santé intégrative au CNAM, donc qui est le Conservatoire des Arts et Métiers. Il est aussi président de l'association Esthétique et Cancer, une association qui a pour mission, à travers l'esthétique et le beau, de permettre aux patients de garder un lien fort avec le monde extérieur à la maladie. C'est toujours un réel bonheur d'écouter Alain parler avec passion de son métier, son engagement en oncologie et bien sûr de médecine intégrative. Cette formidable médecine intégrative qui permet d'intégrer ce qu'il y a de mieux dans les médecines dites conventionnelles et dans les médecines complémentaires. Nous avons parlé de médecine prescriptive et de médecine préventive et à vrai dire de sa vision de la médecine idéale. C'était passionnant. Nous avons parlé de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur le patient et son projet de vie, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on s'occupe plus des maladies que des gens. Nous avons parlé de la différence entre soigner et prendre soin. Nous avons parlé d'incertitude et d'espoir et comment parler d'incertitude et soutenir l'espoir en oncologie. C'est tout un art et c'est si important. Nous avons bien sûr parlé de l'Institut Raphael, des soins d'accompagnement. Dr Toledano préfère le mot accompagnement à support, donc les soins d'accompagnement plutôt que les soins de support. À l'Institut Raphael, ils accompagnent les patients sur la voie de la résilience et leur donnent toutes les clés pour être acteurs de leur parcours de soins. C'est la fameuse alliance thérapeutique. Le médecin est présent à son patient. Il faut qu'il y ait tous ces éléments. L'intention, l'attention, la présence, la capacité d'écoute active, savoir formuler. Et le patient, lui, doit apprendre à être acteur et ne pas simplement subir. Nous avons parlé de créer de la valeur santé avec des politiques de prévention. Nous avons parlé de l'importance de travailler ensemble. Il utilise le mot transdisciplinarité plutôt que multidisciplinarité. Je vais conclure cette intro et je vous invite à vous laisser porter par les propos passionnants de Dr Alain Toledano ainsi que sa belle voix douce et rassurante. Je vous souhaite une excellente écoute. Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ?
Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bonjour. Bonjour. Je vois que tu as un bâton de berger. Oui, toujours, c'est un doudou. C'est ton doudou. Alors, l'interview précédente, tu ne l'avais pas. Mais il faut évoluer dans la vie. Alain, merci de me recevoir au 6e étage. On était au sous-sol, je pense, la fois dernière. Et donc, c'est un podcast particulier pour le Podcaston. Et j'aimerais que tu te présentes. Bon, il y a beaucoup de personnes qui te connaissent sur mon podcast, mais comme il sera diffusé beaucoup plus largement, est-ce que tu peux te présenter comme tu veux, en fait ? Oui. Alors, je m'appelle Alain Toledano. J'ai 45 ans. Je suis médecin cancérologue. Je m'occupe de l'Institut Raphaël, un centre de santé intégrative dont on parlera. J'ai une activité médicale au centre de radiothérapie Hartmann, dans l'ouest de Paris. Et enfin, je dirige une chaire en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'onco plutôt que la chirurgie ou autre chose ? Ce qui m'intéresse, c'est le rapport à l'autre. Dans la maladie grave, elle n'est pas tout le temps grave, mais elle est perçue comme étant grave, le rapport intime est très honnête, très authentique. Bien sûr qu'on a besoin de technique en médecine, mais trop souvent, la médecine est préemptée par la technique. Alors qu'en fait, on peut soulager des maux, prévenir, en parlant, en créant un lien. Donc la cancérologie, c'est à cheval entre la science, l'humain, l'innovation, la technique. Et c'est un rapport qui force l'humilité parce que on doit gérer l'incertitude. On ne peut pas dire à quelqu'un « je vous sauve », même si c'est souvent le cas et fort heureusement, on participe à une équipe qui va générer de la guérison et de la vie. Mais cette incertitude, elle force l'humilité. Et c'est important d'être constamment dans sa vie, conscient qu'on ne maîtrise pas tout et d'aller chercher de l'espoir. Eh bien d'ailleurs, on terminera le podcast en parlant d'espoir. Donc je garde ces questions-là pour la fin. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que quand tu as fait tes premiers pas en onco, tu as déjà constaté que tu voulais changer les choses ou qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas ? Aujourd'hui, lorsqu'on est médecin, qu'on exerce dans un établissement de santé, on attend de nous de régler les problématiques de patients. Sauf qu'aujourd'hui, le nombre de problématiques qu'il y a à gérer médicales et techniques fait qu'on ne peut pas donner un temps dédié satisfaisant pour arriver à entrer en relation comme il se doit. Donc on se rend très vite compte qu'on attend de nous qu'on gère des maladies et des problématiques techniques, valider une chimiothérapie, gérer des effets secondaires des traitements, demander des examens complémentaires, les interpréter. Mais l'accumulation de tout cela fait que entrer en relation avec quelqu'un, c'est plus difficile. En tout cas, le faire de façon satisfaisante. Donc on ne donne pas le temps qu'il faut, et ce temps qui manque fait qu'on ne s'occupe pas vraiment des gens. On s'occupe beaucoup plus des maladies. Est-ce que tu penses qu'il faut... C'était un débat, l'autre jour j'avais entendu on en discutait avec Yves Libert, qui est oncopsy à l'Institut Jules Bordet. Est-ce qu'il faut toujours un temps long, ou en peu de temps, on peut vraiment rentrer en lien avec un patient ? Avec les bonnes questions dès le départ. Oui, c'est intéressant. Parce que si on reste 2 heures en consultation, mais qu'on regarde son ordinateur, le temps efficace de lien avec le patient, il est moins important parfois que si on se regarde dans les yeux 5 minutes pleinement, sans toucher à son ordinateur, en donnant de l'attention, en étant présent, en étant concentré. Donc il y a le temps qu'on passe et l'impression du temps qu'on a donné ou du temps qu'on a reçu. Mais dans 100% des cas, si vous restez 2 minutes en consultation ou si vous coupez la parole à un patient, comme en moyenne au bout de 23 secondes, on n'aura pas donné de temps et ce ne sera pas qualitatif. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester 3 heures. Oui. Voilà. Donc bien sûr qu'on ne va pas donner un temps dédié qui est le temps efficace. Mais c'est sûr que l'intention, l'attention, la présence, la capacité d'écoute active, savoir reformuler pour poser les bonnes questions, arriver à prendre en considération la minute 30 de gestion émotionnelle avant d'entrer dans un débat d'idées, arriver à alterner entre ce que le cerveau gauche raisonnable va avoir envie d'entendre, expliquer les choses, et la libération émotionnelle qui est importante pour se sentir à l'aise. Voilà, donc techniquement, on ne peut pas faire ça sur des temps très courts. Tu devrais enseigner tout ça
en université de médecine finalement. Vous avez des cours sur l'annonce ? Ça commence peut-être, ouais. Oui, alors, comme beaucoup d'entre nous, on enseigne à la faculté de médecine, moi en l'occurrence la cancérologie, mais j'ai choisi d'enseigner la santé en dehors de la faculté de médecine, et en l'occurrence au Conservatoire national des arts et métiers. Parce que, bien sûr que la faculté de médecine est indispensable pour former de bons médecins, c'est une belle école professionnalisante, mais la santé ne doit pas être préemptée par la médecine. Il y a énormément de métiers en santé, alors ceux qu'on connaît bien, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les aides-soignantes, les ostéopathes, quoique tout le monde ne les reconnaît pas malheureusement. Mais il y a beaucoup d'autres métiers de soignants qui font du soin et qui veulent prendre soin. Et donc je pense que c'est important d'ouvrir les études en santé au maximum de personnes pour avoir des connaissances et pour créer des compétences nouvelles. Alors Alain, grand sujet, on en a un petit peu parlé dans l'autre podcast, médecine intégrative, médecine prescriptive. Alors, un peu moins médecine préventive. Comment est-ce que je comprends la différence entre médecine intégrative, médecine préventive ? Et quand tu vas développer ces 3 points-là, donc intégrative, prescriptive, préventive, j'aimerais aussi qu'on fasse une espèce on s'imagine dans un pays imaginaire, dans ton monde idéal de la médecine, parce que on sait que la tarification est à l'acte, il y a peu de temps. Comment est-ce que tu vois concrètement les choses ? Alors là, on parle de médecine préventive, on est bien d'accord, hein ? D'accord. Alors d'abord, on vit dans un monde de la différenciation, où nos identités sociales, c'est beaucoup nos expertises. Chacun cherche à être expert de quelque chose. Par exemple, on a 55 spécialités médicales en France, contre 17 chez beaucoup de nos voisins, qui meurent pas plus tôt. Chacun est expert de quelque chose. Alors on a besoin de ces expertises, mais on fabrique des silos, et les gens travaillent parallèlement les uns des autres. On a besoin de synthèse, on a besoin de fédérer, on a besoin de rassembler. Et ça s'appelle l'intégration. On peut intégrer des expertises, mais il faut accepter l'idée de travailler sans être expert de tout. On peut être expert de quelque chose, mais on a besoin de tout. Le patient a besoin de tout. On va intégrer différentes dimensions de la santé, dont on sait qu'elle n'est pas que l'absence de maladie. Mais la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé environnementale. Intégrer ces dimensions de la santé. Intégrer ce qu'il y a de mieux dans les médecines dites conventionnelles et dans les médecines complémentaires. Toutes ces interventions non médicamenteuses. On va appeler cela la santé intégrative, en repositionnant le patient au centre. Quand c'est de la médecine, c'est de la médecine intégrative. Alors par rapport à la médecine prescriptive, oui, il y a 1 milliard de consultations en France chaque année, médicales. La moitié, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. On a l'habitude de dire qu'on prescrit des médicaments en France dans plus de 90% des cas. Et on en jette une boîte sur 2 à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Le plaidoyer, c'est d'appeler du passage d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. On doit effectivement donner du temps, ce dont on vient de parler, à chacun, mais on doit organiser les parcours des patients autour d'un projet qui va intégrer différentes approches médicamenteuses et non médicamenteuses. Donc ça, c'est quand le patient est malade, mais alors maintenant en médecine préventive, pour prévenir les maladies. On y est, parce que 24 millions de Français aujourd'hui ont des maladies chroniques. Mais quand on regarde, 40% des cancers sont évitables et 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Si on travaille sur l'alcool et sa dépendance, la consommation de tabac, la sédentarité et l'exercice physique, le surpoids, et d'autres facteurs comme la pollution, tout un tas de facteurs environnementaux. Mais on a moins de 3% de nos budgets qui sont alloués à la prévention. C'est pour ça que travailler sur de la médecine préventive, plutôt que uniquement sur le côté curatif quand la maladie est apparue, bien sûr que ça fera des économies d'échelle, mais ça sauvera des vies, surtout. Mais donc, en fait, il y a un réel changement de paradigme, parce que le problème, c'est la tarification à l'acte aussi. Comment est-ce que tu vois les choses ? Est-ce qu'on parle de faire de l'information dans les écoles ? Voilà, si tu imagines un pays et tu imagines un gouvernement, comment tu vois les choses ? On aura besoin, et toujours besoin, sur des problèmes aigus, d'avoir des actes. Oui. Par exemple, tu as un abcès sous la peau, tu vas voir un médecin, il t'incise l'abcès, il te met sous antibiotiques, c'est un acte. Oui. On doit le valoriser. C'est du travail, on crée de la valeur, on évite des complications.
Mais on a dit qu'il y a la moitié des consultations, du milliard de consultations chaque année, qui sont des symptômes de maladies chroniques. Le monsieur qui est diabétique et qui vient parce qu'il a un problème d'infection cutanée. On peut régler son infection cutanée, mais s'il revient le mois d'après, s'il ne fait pas de sport, si on ne lui apprend pas à bien manger, si on ne travaille pas sur sa motivation, si on ne travaille pas sur sa réinsertion dans des groupes qui vont aider à le motiver, qu'il est déprimé, etc., il sera constamment en consultation en train de gérer des problèmes. Donc il aura une qualité de vie détériorée, ça aura un coût pour la société, mais ça aura un coût aussi en termes de quantité de vie pour lui. Et n'oublions pas que 3% des patients diabétiques vont perdre leur rein chaque année et 1% la vue. Donc évidemment qu'il va falloir faire de l'éducation thérapeutique, de la prévention, travailler sur des groupes qui vont apprendre à manger, à bien manger, plus sain, plus équilibré, travailler sur la motivation, le sport. Les troubles du sommeil, ça coûte des dizaines de milliards d'euros par an. Cette baisse de productivité due aux troubles du sommeil, qu'on ne prend pas forcément en charge. Alors les apnées du sommeil quand c'est médical, mais les insomnies, les troubles d'endormissement, les réveils nocturnes. Donc le plaidoyer, c'est pour dire, arrêtons de considérer uniquement la maladie, les médicaments ou les facteurs chiffrés, travaillant sur des politiques de prévention et d'accompagnement des maladies chroniques, avec une vision santé intégrative et un financement au parcours de soins et pas uniquement à l'acte. Donc l'idée, c'est d'avoir un modèle mixte. Et de l'acte quand il le faut, à valoriser, et du parcours sur les maladies chroniques. Donc c'est vraiment un gros changement de paradigme, quoi. Donc des budgets alloués. Donc au niveau politique, tu dirais vraiment... La première étape, elle est culturelle. Chacun doit en être conscient. La population, comme les décideurs, comme les professionnels de santé. La deuxième étape, elle est de tester des projets pilotes sur des groupes, sur des régions, et de faire des évaluations médico-économiques. Parce que, et on a un rapport McKinsey qui l'a dit, si on diminuait la mortalité évitable de 30% à 10 ans, prématurée, donc chez les moins de 70 ans, on économiserait 10% de PIB. C'est donc des centaines de milliards d'euros en créant de la valeur santé. On diminuerait de l'absentéisme dans les entreprises, les arrêts de travail, les séjours d'hospitalisation, les handicaps et vulnérabilités diverses et variées. On gagnerait pas seulement en espérance de vie, mais en espérance de vie en bonne santé. Tout ça parce qu'on aurait une approche qualitative des parcours en santé, et pas uniquement le travail curatif sur les maladies et une approche quantitative. Est-ce qu'il y a des pays qui sont déjà bien plus avancés ? Bien sûr, mais la France est très intéressante en termes de santé. On était les premiers au monde, mais on ne l'est plus. Mais c'est vrai qu'il y a une culture dans les pays scandinaves, où on a 3 fois moins de lits d'hospitalisation, mais l'espérance de vie en bonne santé, 64 ans en France, 72 ans en Suède. Donc s'occuper de la qualité de vie, s'occuper de la prévention, sur un plan culturel, et avoir des politiques qu'on déploie, où on va dépenser peut-être un peu moins dans les frais de fonctionnement de certains établissements de santé, qu'on va spécialiser, mais on va mieux travailler de la prévention à la réhabilitation. Donc il faut comprendre ces changements structurels qui sont indispensables. On ne pourra pas continuer à avoir des millions et des millions de gens en maladies chroniques dont on s'occupe à peine, avec des dépenses de santé importantes, sans prévenir des complications et sans fabriquer de qualité de vie. Un beau programme, hein. Alors on va passer à l'Institut Raphaël, parce que finalement le but du podcast était aussi de parler de l'association. Donc c'est bien une association, hein. C'est une association, loi 1901, voilà, à but non lucratif. Raphaël, parce que c'est l'ange de la guérison. Dans cet institut, on va cohabiter des médecins et des acteurs de soins paramédicaux. Sophrologues, sexologues, nutritionnistes, psychologues, acupuncteurs. On a 90 soignants de 40 disciplines différentes qui travaillent main dans la main. Chaque patient va co-construire son parcours d'accompagnement avec des coordinatrices de parcours santé. Ces parcours vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Donc ça, c'est les grandes catégories, quoi. Oui. Et on va offrir gratuitement aux patients, à tous les patients, les parcours d'accompagnement et on va les évaluer. Donc, en 5 ans, nous avons offert 70 000 soins évalués à 4 000 nouveaux patients. Et on a pu démontrer qu'on diminuait de 60% le taux de dépression sans médicaments, de tout autant le sentiment d'isolement,
qu'on diminuait les troubles du transit, les troubles du sommeil. Donc tous ces symptômes, soit que la maladie génère, soit que les traitements génèrent. Oui. Et tout ça vient en complémentarité au parcours médical, n'enlève rien à tout ce que la science a pu nous apporter de bon. Ce n'est pas alternatif, c'est complémentaire. Comme on l'intègre, c'est intégratif. Mais c'est un peu particulier ici parce que par rapport à certaines maisons de ressourcement en Belgique, et je pense quasi toutes, en fait, elles n'ont pas de médecin au sein de la... Alors, elles dépendent d'un hôpital, donc le médecin n'est jamais loin, mais ici, il y a des médecins au sein de l'institut, on est bien d'accord, hein, vous travaillez vraiment main dans la main. Oui, alors les Belges ont effectivement une culture des thérapies complémentaires dont on pourrait s'inspirer à certains égards. Mais je sais pas, en fait, le pays est tellement petit que tu roules une demi-heure, tu tombes toujours sur une maison de ressourcement, contrairement à la France où il y a vraiment, et on en parlera, ce sera dans mes questions, tous ces déserts médicaux. Je sais pas ce qu'on a fait de mieux, mais c'est vrai que chaque hôpital a plus ou moins sa maison de ressourcement. Oui, alors et le pays est tout petit. Mais c'est pour ça qu'on parle d'une culture de soins. On parle beaucoup d'éthique du care, c'est-à-dire qu'on va prendre soin, on va avoir des attentions particulières, une disponibilité affective, une responsabilité relationnelle. Il y a une véritable éthique de soins. On n'est pas que dans une médecine à l'acte. L'idée, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors bien sûr qu'on pense qu'il ne faut pas créer des systèmes parallèles. On peut tout à fait avoir accès aux soins médicaux, à ces médecins, et aussi aux thérapies complémentaires, de façon intégrée, mais de façon coordonnée. Quand les gens travaillent ensemble, ils travaillent mieux. On crée des synergies. Ça s'appelle la transdisciplinarité. C'est mieux que la multidisciplinarité. Ouais. Donc, concrètement, j'arrive à l'Institut Raphaël, on vient de me diagnostiquer un cancer. J'aimais bien la maison de l'après-cancer, mais l'après commence dès le diagnostic. Dès le diagnostic, parce que c'est vrai. Hein. Et donc, il y a une infirmière de coordination qui me pose des questions et qui établit un plan pour moi. En fait, on l'établit ensemble. Oui. Parce que le patient, il faut lui laisser le temps de formuler, il faut l'écouter, puis on va définir des objectifs, et puis ensuite on essaye et on voit si on a rempli les objectifs. Par exemple, sur le plan psycho-émotionnel, certains vont connaître la psychologie, mais des fois, on n'a pas envie de dire. Donc on va utiliser le non-dit. Et donc là, on va aller vers les arts-thérapies, que ce soit les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, l'écriture thérapeutique. Et puis les gens se laissent parfois tenter par des disciplines qu'ils ne connaissent pas. Oui, donc en fait, on peut suggérer un parcours au départ, mais éventuellement rencontrer et le réadapter en fonction des besoins. Oui. Donc troubles du sommeil ou stress ou activité physique. Donc on comprend les symptômes les plus importants et on oriente alors ? Exactement. Okay. Par exemple, de savoir que la méditation, la nutrition, la naturopathie peuvent être efficaces ensemble dans les parcours de lutte contre les troubles du sommeil. Oui. Alors bien sûr, il faut éduquer les patients, ce que c'est que la lumière bleue, les addictions aux écrans. L'activité physique est importante, mais on a tout un tas de disciplines, le yoga et autres, qui vont intervenir sur les troubles du sommeil, qui touchent 70% de la population à l'Institut Raphaël. Alors comment vous faites en fait ? Vous avez des réunions pluridisciplinaires et vous discutez en fait des cas, des dossiers en fait de ces patientes, quoi, tous ensemble. Alors nous on appelle ça la RCT et l'acronyme ça veut dire la réunion de concertation transdisciplinaire. On a banni la pluridisciplinarité. Ah ouais, je dis ça, je caricature, mais on pense vraiment à la synergie. Et elles sont obligatoires, ces réunions. Ouais. On ne peut pas être un soignant de l'Institut Raphaël et ne pas organiser dans son travail un temps d'échange. Ouais. Parce qu'on apprend de l'autre. Et on est indispensable, on s'intègre aux autres et on intègre les autres dans sa pratique. C'est comme ça qu'on est plus fort. Donc tout ça, ce sont des soins de support. D'où vient ce mot ? Est-ce que ça nous vient des États-Unis, en fait, les soins de support ? Oui, alors moi, je ne parle pas de soins de support. C'est la traduction littérale de supportive care. Mais si c'est un soin de support, c'est pour supporter quelque chose. Et souvent, c'est pour supporter un traitement. Mais l'objectif, c'est pas de supporter un traitement, c'est d'accompagner un patient. Donc, moi, j'appelle ça des soins d'accompagnement. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas de traitement, on peut avoir besoin de ces soins. Ce que j'ai adoré, j'ai lu ça sur le site, c'est vous accompagner sur une voie de résilience. Alors cette notion de résilience, qui a été décrite en physique tout d'abord, finalement, c'est la capacité à rebondir après un traumatisme. Et on aime bien citer Boris Cyrulnik, le père de la résilience, qui disait qu'elle dépend du sens qu'on va donner aux choses, des affects et de l'interaction avec l'environnement. Donc il y a des espèces de tuteurs de résilience. Il y a un travail actif pour rebondir.
Est-ce que tu penses que ces thérapies complémentaires permettent aux patients d'être plus acteurs de leur parcours de soins ? Oui. Aujourd'hui, le patient ne doit pas être soumis à une connaissance d'un sachant médical. D'abord, la connaissance, elle est partagée avec Internet, et fort heureusement, même si elle est difficile à décoder, et tout n'est pas aussi aisément compréhensible. Mais aujourd'hui, il faut que le patient soit acteur, reprenne la main, qu'il ne soit pas soumis. Parce que c'est le patient qui doit aller vers la guérison. La guérison, c'est quoi ? Le patient veut être guéri, mais c'est quoi la guérison ? C'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. C'est pas le médecin qui va décréter si le patient a retrouvé un bien-être social avec ses amis au travail, ou un bien-être mental s'il se sent bien. Le médecin, il va aider à ce qu'il n'y ait plus de maladie, avec les moyens scientifiques et les outils dont il dispose. Donc si on veut guérir des patients, on ne doit pas se contenter d'une approche médicale pure dans ce qu'est la technique. Donc il va falloir que le patient entre en jeu. C'est le patient qui va se sentir guéri ou ne pas se sentir guéri. Ce n'est pas un décret médical, la guérison. Donc si vous travaillez sans mettre votre patient au centre, vous ne guérirez personne. Vous traiterez juste sa maladie. Mais donc pour toi, c'est un must, en fait, ces thérapies complémentaires dans un parcours d'oncologie ? C'est pas un must. Il est indispensable de se soucier de la santé globale du patient. Ouais. Certains vont avoir besoin de plus ou moins de temps, de soins variés. Si les gens n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas besoin s'ils arrivent à guérir sans. Mais pour ceux qui en ont besoin, pourquoi on ne s'occuperait pas d'eux ? J'ai une petite question par rapport aux hommes. Parce que finalement, tous ces modèles de thérapie complémentaire, donc esthétique, de yoga et tout ça, ce sont des modèles assez féminins. Et pourtant, la maladie ne fait pas de distinction. Alors, en fait, même si on prend en charge pour 50% les hommes et pour 50% les femmes, dans les ateliers, effectivement, on voit 25% d'hommes et 75% de femmes. Je suis déjà contente d'entendre 25% d'hommes, en fait. Mais il ne faut pas imaginer, parce que notre imaginaire nous joue des tours, qu'en onco-esthétique, on n'a que des femmes. On a de plus en plus d'hommes. Donc, il y a des barrières culturelles à franchir. Maintenant, c'est vrai que dans l'histoire des souffrances invisibles, il y a des symptômes comme la dysfonction érectile qui sont compliqués à avouer ou c'est difficile de le dire, même dans le cadre d'une consultation dans l'intimité avec un soignant, ou de dire à quel point ça nous blesse quand c'est su. Alors, on a créé à l'Institut Raphaël des programmes d'accompagnement ciblés pour les hommes atteints de cancer de prostate. Et on a vu émerger finalement les mêmes problématiques de sentiments d'isolement, de déprime, de troubles du transit, de modification de l'image corporelle, etc. Et c'est les hommes qui se sont présentés ou il y a des femmes qui sont venues aussi ? Parce que mon anecdote, c'était justement des femmes qui s'étaient inscrites. Alors, sur les problématiques de cancer de la prostate et de programme hommes, pour arriver à stimuler finalement ce besoin non avoué, on l'a fait avec des hommes. Mais comme on prend en charge aussi les aidants, on s'est rendu compte que quand les hommes étaient malades, leur conjointe était aussi fragilisée. Bien sûr. Mais tout comme quand les femmes sont touchées, leurs conjoints sont fragilisés, et souvent leurs enfants. Et on a même des ateliers de parentalité. On fait de la médiation familiale. On s'occupe des enfants. On a dans des ateliers d'art-thérapie. Et cette année, j'ignorais qu'il y avait 25% d'hommes qui étaient à l'Institut Raphaël, en fait. Oui, et cette année, on va même ouvrir l'Institut Raphaël pour les enfants. C'est génial. C'est génial. J'apprends plein de choses. Est-ce qu'il y a des défis actuels dans le domaine des thérapies complémentaires ? Je fais attention à mon vocabulaire, j'avais mis soin de support. Est-ce qu'il y a des défis actuels ? Est-ce que les médecins ne sont pas formés ? Oui, il y a des défis. Il y a, et on peut le comprendre, une espèce de polarité dans le débat entre les pro-médecine complémentaire et les anti. Et les anti, en général, ils appellent ça médecine douce ou parallèle. Pourquoi ils sont anti ? Quels sont leurs arguments ? Alors, parce qu'il y a des études. Il est vrai qu'il est indispensable qu'on puisse avoir des études qui valident les actions thérapeutiques de ces traitements. Maintenant, c'est pas parce que le yoga va être valide sur l'anxiété et le bien-être qui va réduire les bouffées de chaleur. On peut pas demander à chaque technique pratiquée par des praticiens différents d'être actif sur tous les symptômes. C'est comme un médicament, quoi. Donc c'est assez, effectivement, mais c'est assez complexe d'arriver à tout démontrer. Il faut aussi des budgets pour arriver à financer des études sur des interventions non médicamenteuses qui ne sont pas forcément promues par une industrie qui est derrière. Tout comme on a de la chance dans l'industrie du médicament qui fait la promotion d'innovations médicamenteuses et on enrichit notre arsenal thérapeutique. Mais il n'y a pas grand monde qui va financer
la pratique du sport pour diminuer les risques de rechute du cancer et d'autres traitements. Ensuite, il faut bien comprendre, il ne faut pas en vouloir à ceux qui sont contre. Ils essaient de protéger finalement, en partie, la sécurité du parcours. Mais ceux qui sont pour veulent aussi protéger pour beaucoup la sécurité du parcours patient et la qualité des soins. Donc plutôt que d'être dans une dialectique de confrontation, il faut de façon consensuelle qu'on arrive à édicter des critères de qualité, à réguler les pratiques, le travailler ensemble, l'étude des bénéfices des différents traitements, en ayant des budgets dédiés et des organisations de travail. Ensuite, pour l'enseignement, j'ai la chance de faire partie, comme d'autres, du CUMIC, du Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires. Et là, on a une promotion universitaire des approches thérapeutiques et de la recherche sur ces thématiques. Et on a, par exemple, introduit une question à l'internat en médecine que tous les jeunes médecins vont donc apprendre sur les médecines intégratives et complémentaires. Mais vous faites de la recherche ici aussi au sein de l'Institut Raphaël en plus, non ? Oui, à l'Institut Raphaël, il est interdit de faire un soin sans l'évaluer et tout est piloté par un centre de recherche. Donc, les nombres que tu citais, ça c'est finalement l'évaluation de l'Institut Raphaël. Donc, quand vous faites des recherches par rapport à ces thérapies complémentaires, c'est des études en double aveugle, comment ça se passe ? Il y a une ambulance qui passe, c'est pas grave, c'est Paris, c'est le charme. Oui. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs méthodologies dans les études. Quand on évalue, par exemple, le degré d'autonomisation d'un patient avec une seringue qui va lui permettre de s'injecter lui-même un médicament ou une infirmière qui lui injecte le même médicament, là, on fait ce qu'on appelle des études randomisées où on va tirer au sort. Oui. Donc ça, on le fait. Maintenant, est-il bien éthique qu'on dise à un patient, on va tirer au sort, soit on s'occupe de vous, soit on ne s'occupe pas de vous. Donc là, on va faire des études observationnelles où on va demander au patient, on va étudier sa qualité de vie avant la prise en charge et sa qualité de vie après la prise en charge. Pour être rigoureux, il faudrait apparier les populations dont on s'occupe avec d'autres populations dont on ne s'occupe pas, malheureusement. Mais on a besoin, à une autre échelle, de faire des études de ce type et des études médico-économiques. C'est pour ça que l'Institut Raphaël, qui fait de la recherche, est utile, mais il faut que sur un territoire, on puisse à une autre échelle organiser une recherche populationnelle, interventionnelle. Et il y a des méthodologies. Ensuite, tout le monde peut comprendre qu'on va avoir de la recherche quantitative, quand c'est des paramètres simples, tension artérielle, je rechute pas, c'est binaire. Mais quand on va travailler sur la santé mentale, le sommeil, la santé émotionnelle, l'expérience patient, on va devoir intégrer de la recherche qualitative. On n'est pas forcément sur la randomisation, le tirage au sort. La recherche qualitative, scientifiquement, a une méthodologie. Il y a ici une chaire en expérience patient avec des professeurs de marketing. Il y a des médecins de santé publique. Et on travaille aussi sur la recherche qualitative. Est-ce qu'il y a des programmes au sein de l'Institut Raphaël qui sont spécifiques pour les personnes métastatiques ? À partir du moment où on s'occupe des patients, indépendamment de leur maladie, on ne va pas sélectionner le patient en fonction de sa maladie et de l'état d'avancement de sa maladie. Il est évident que certains patients qui ont des métastases actives sont plus fatigués, mais d'autres ont des métastases asymptomatiques. Donc on ne va pas sortir de chiffres en fonction de la caractéristique de la maladie. Mais il y a des maladies plus chroniques avec des patients plus fatigués. Certains vont avoir besoin de plus de soins de type toucher, corporel, relaxant. D'autres vont avoir besoin, psychologiquement, de se réhabiliter pour le retour à l'emploi. Alors que quelqu'un qui a un arrêt de travail au long cours et qui a des soins un peu gênants, il n'est pas trop dans ce retour à l'emploi. Une femme ou un homme de 40 ans en activité professionnelle va avoir un profil de demande différent de quelqu'un qui a 70 ans à la retraite, même si on peut tous avoir des troubles du sommeil ou des troubles du transit. Donc c'est très difficile à modéliser. Il n'y a pas de parcours type. Non, mais peut-être que parfois, parce que je vais interviewer 2 patientes métastatiques qui disaient qu'elles étaient quand même contentes parfois d'échanger aussi avec des femmes qui vivent exactement la même chose. Donc des groupes de parole spécifiques aux femmes qui ont un cancer métastatique. Oui, alors je comprends la demande. Maintenant, beaucoup de patients, lorsqu'ils discutent entre eux, il y a un phénomène de transfert. Oui. Et après cette discussion, il y a toujours un patient qui te dit « je suis content » et l'autre qui te dit « ouh là là, quel stress !» Il m'a dit que lui avait rechuté 3 fois, etc. J'étais en train de me voir et moi, j'ai pas du tout envie de suivre ce schéma. Donc, bien sûr, il faut que les gens parlent, comme dans les salles d'attente, et il y a des groupes de parole, on en fait, mais organiser
finalement, l'imaginaire des uns en utilisant l'expérience des autres, c'est pas forcément thérapeutique. Ça se fait forcément parce que dans les groupes, les collectifs, les ateliers de yoga, de groupes de parole, de danse-thérapie, etc., forcément les gens parlent. Mais est-ce que c'est thérapeutique d'organiser que les uns expliquent leur maladie aux autres? Il faut faire attention aux mécanismes de défense des patients, aux fragilités, il faut les protéger et au transfert. Maintenant, effectivement, les patients ont besoin. Il y a une association de patients qui vit dans l'Institut Raphaël, qui organise des goûters, des petits déjeuners, des sorties dans les musées, des marches, des activités à l'extérieur, des activités culturelles. Et là, naturellement, les gens ont l'occasion de se réunir, de se retrouver. Donc, il y a une communauté de patients qui a besoin de se retrouver. Nous, on est interventionnistes sur le plan thérapeutique et sur les parcours jusqu'à un certain point, mais on n'a pas pour vocation de réguler tous ces échanges. Oui, bien sûr. Mais elles peuvent rester probablement plus longtemps parce que c'est quoi l'idée en fait? On peut rester 1 an après le diagnostic parce que j'imagine que tout le monde a envie de rester à vie ici. Oui, oui et non, parce qu'en fait, il y a des gens qui se disent à un moment, j'ai passé un cap. Oui, bien sûr. Je vais réintégrer mon quotidien, je vais réintégrer mon travail. Et finalement, je fais du yoga ça. à l'Institut Raphaël, mais je vais aller au yoga à côté de chez moi. Ouais. Mais donc, c'est bien, c'est bon signe. Oui, il y a un cycle, il y a des fins de parcours, il y a une consultation de fin de parcours, il y a des programmes passerelles, quand il y a encore des choses à faire, où on a besoin d'être accompagné à l'extérieur. Donc tous les cas de figure existent, c'est associatif, mais on s'autorise l'expérimentation, on recherche, les parcours ne sont jamais les mêmes. J'ai une question pour toi, j'aimerais que tu parles de l'importance du lien, mais physique, donc en présentiel, parce qu'il y a de plus en plus d'apps qui se développent avec des soins de support en virtuel. Qu'est-ce que tu penses de tout ça par rapport au lien et d'être vraiment ici dans l'Institut Raphaël et de rencontrer ses sœurs de combat et ses frères de combat? Alors évidemment, c'est vrai que le numérique a pallié à des manques. Oui. Donc, on ne va pas jeter l'opprobre sur des outils qui sont souvent de très bon niveau et qui ont permis de donner accès au grand nombre à des systèmes de qualité, alors plus ou moins bonnes, c'est sûr, mais comme à chaque fois, comme l'humain. Maintenant, le lieu crée le lien. Le temps dédié en face à face permet aussi de travailler sur du non-dit. Vous savez qu'on va retenir moins de 10% de ce qu'on dit et beaucoup de ce qu'on ne dit pas. Nos visages s'expriment, nos silences ont un sens. La capacité à reformuler les énergies, la présence, l'intention qu'on va avoir, le temps qu'on va passer ensemble, ça a un impact. Difficilement remplaçable par une application. Je ne crois pas qu'il faille opposer l'humain versus l'application. Je crois qu'il faut des applications, les développer, faire en sorte qu'elles soient de bon niveau, et il faut des lieux et des temps dédiés. Le temps, c'est de la qualité. Il faut qu'on assume notre devoir d'accueil, notre devoir de non-abandon. On se nourrit d'humain dans la relation aux soins, encore plus. On n'est pas en train de commercer. Il faut à un moment qu'on sacralise le temps dédié aux patients. On n'est pas obligé de déléguer le temps devant les robots et que les humains ne se parlent plus et ne soient que dans une logique d'action. On est en train de marcher sur la tête à tout numériser, même si on a besoin du numérique absolument pour évoluer et pour avancer. Je crois qu'il ne faut pas les opposer, mais il ne faut pas faire comme si une application valait une relation humaine. Même si des fois, il y en a qui sont très bien faites, des applications, et il y a aussi des relations humaines qui sont de mauvais niveau. Mais globalement, pour moi, il est indispensable d'avoir du relationnel dans le parcours de soins et du vis-à-vis, comme il est indispensable de développer des outils. Alors évidemment, ma question, c'était parce que il y a beaucoup de déserts médicaux en France, donc évidemment, il y a pas tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Institut Raphaël près de chez soi. Après, il y a des associations de patients, enfin, it does the job aussi, hein, ou la Ligue dans des petites villes. Est-ce que tu conseilles ça aussi pour les patients qui nous écoutent et qui sont à la campagne? Oui, nous venons de monter la Société française d'oncologie intégrative. Et on a 25 villes de France où des professionnels de santé de l'oncologie travaillent sur cette santé intégrative en oncologie. Bien sûr qu'il va falloir qu'on ait des lieux, des financements, des programmes qui se mettent en place. Il y a tout ce qu'il faut intellectuellement pour le faire. Il manque une financiarisation. Au début, elle est associative, mais pour se professionnaliser et se pérenniser, il faut faire une démonstration de valeur, c'est notre travail à tous. Il faut que les tutelles, politiquement, s'investissent dedans pour qu'on puisse créer de la valeur et donner accès à tout le monde, à ces systèmes solidaires où on va les accompagner. Parce que les patients en ont besoin. Et il faut qu'il y ait des sites de référence dans toutes les régions,
Dans un système de santé comme le système français, qui coûte 300 milliards d'euros, je pense qu'on est en capacité d'arriver à accompagner les patients beaucoup mieux que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alain, je voulais encore juste te poser une question par rapport à tes cercles de réflexion éthique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors on a la chance d'avoir mon ami le professeur Emmanuel Hirsch, qui pilote avec une équipe interne à l'Institut Raphaël des cercles de réflexion éthique. Les cercles de réflexion éthique, c'est pas forcément philosophique, même s'il y a beaucoup de pensées, de philosophie, d'échanges de mots. La morale, c'est le bien et le mal, c'est à titre individuel, nos orientations en termes de bien et de mal. Mais l'éthique, c'est à titre collectif ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. On a des éthiques qui pilotent nos organisations, nos sociétés. C'est pour ça qu'on dit que la société ne doit pas être pilotée que par la justice, l'éthique de la justice, mais également l'éthique du soin et du care. Le cercle éthique, des réflexions sur des thématiques, sur la valeur qu'on va donner au temps, la gestion de la vulnérabilité, les ressources qu'on va déployer pour se réinventer. Donc on a chaque mois des cercles éthiques qui réunissent les patients, les aidants, les soignants, et qui sont pilotés par le professeur Emmanuel Hirsch et une équipe de bénévoles associatifs qui vont travailler main dans la main pour donner du corps à nos réflexions collectives. Ça fait beaucoup avancer. Oui. On est en train de parler de médecine narrative, de donner un sens à sa vie, de donner un sens à sa maladie, même quand sa maladie n'en a pas. Voilà, donc ça c'est un des piliers de l'Institut Raphaël. Et puis on va terminer par cette notion d'espoir. Alors, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle Espoir de guérison. Je pense qu'on va se croiser d'ailleurs dans ce projet. Est-ce que tu peux me parler de la notion d'espoir dans une consultation d'annonce d'un cancer localisé, oui, et la notion d'espoir dans une consultation d'annonce d'un cancer métastasé? Alors, ce qui est génial, c'est quand vous dites à quelqu'un « mais l'espoir, c'est quoi ?» Et on va tout de suite avoir en tête « l'espoir fait vivre ». Oui. Eh bien, c'est très bien qu'on l'ait en tête. Un patient qui parle à un autre patient, ce sera le meilleur prescripteur d'espoir, s'il sait comment lui parler. Et nous, notre métier de cancérologie, c'est deux choses, gérer l'incertitude et donner de l'espoir. L'espoir, c'est quand il y a un objet, un sentiment, l'espérance, la projection positive, le fait de ne pas sacrifier son avenir, d'arriver à le penser. Il va falloir le créer, cet espoir. L'espoir de guérison, l'espoir d'aller mieux demain, même si on a des métastases actives et qu'on le sait. On va chercher à créer un sentiment positif. C'est comme ce que disait Spinoza. L'important, c'est de fabriquer de la joie, de passer de la tristesse à la joie. Il va falloir travailler sur le plan émotionnel en créant de la projection mentale, avec des mots, avec des gestes, avec des projets. Donc l'espoir se fabrique, c'est du domaine de l'ordre de la santé émotionnelle. Il y a aussi sur le plan objectif de l'histoire naturelle de la maladie, de l'échange, de la modélisation de ce que peut être positivement notre vie par ailleurs, que ce soit en phase localisée ou métastatique, on a des patients qui guérissent. C'est sûr que tout le monde ne guérit pas, mais c'est toujours l'histoire de se dire on ne traite pas des statistiques, et puis chacun a une histoire singulière, et à partir du moment où ça existe, pourquoi la personne qui est en face de vous, elle ne serait pas cette personne-là ? Je pense que c'est une magnifique manière de clôturer ce podcast. Est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose ? Je veux te remercier pour t'investir dans un format didactique qui permet des échanges. Moi-même, souvent, j'ai envie de passer du temps à écouter un sujet tranquillement. Je pense que le format podcast, il a un peu changé nos manières d'envisager les choses. Dans une civilisation qui est capturée par l'image, finalement, on va rentrer profondément dans des sujets, sur des temps dédiés. Et c'est un peu, je pense, ce que la médecine devrait faire. Donner du temps, plus d'écoute. Voilà. Ne pas être bluffé par le monde de l'image. Même si c'est utile souvent. Mais on va créer de l'imaginaire. J'espère qu'il sera un imaginaire plein d'espoir positif. Tu sais, Alain, tout ce que les auditeurs disent, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir eu une consultation seul à seul avec le médecin. Donc, les gens qui vont t'écouter, ils vont se dire j'ai eu une consultation avec Alain. C'est un média tellement intime, un média de l'émotion, que c'est vraiment ce qui est rapporté par tous les auditeurs. Donc c'est vraiment... Tant mieux. Ce ne sera pas un traitement médicamenteux, donc on aura rempli un de nos objectifs. Ce sera plein de douceur en tout cas. Merci Alain. Merci. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages,
que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.